Deux drapeaux sur une table dans l'ancien palais royal de Phnom Penh. Une signature, Heng Somrin pour la République populaire du Kampuchea, Phan Van Dong pour la République socialiste du Vietnam. Un traité vient d'être signé. Échange de documents, poignée de main, accolade, tout ce qui se fait habituellement entre frères. Un verre pour trinquer. Là, un militaire de haut grade, le chef de l'état-major vietnamien. Que s'est-il donc passé, là, à Phnom Penh? A-t-on confirmé une agression, scellé une occupation? Était-ce des occupants et des occupés, des hégémonistes et des satellites qui se trouvaient confrontés? Moscou était-il à l'arrière-plan? Que s'est-il passé au Kampuchea avant que ces signatures n'aient été apposées? La victoire volée. La capitale, Phnom Penh, était jadis considérée comme la perle du sud-est asiatique. Durant leur règne, Pol Pot, Ian Sari et consorts donnèrent cyniquement au pays le nom de Kampuchea démocratique. À cette époque, ce n'est pas seulement Phnom Penh qui sombra dans la désolation. La vie cessa dans toutes les villes du pays. Abandonnées, même les maisons des colombes qui par milliers trouvaient autrefois abri et nourriture à Phnom Penh. Pendant notre promenade dans les rues désertes, nous effrayons deux oiseaux, seul signe de vie que nous ayons rencontré. Dans les maisons désertées de Phnom Penh, encore une photo, ici ou là. Quel fut le destin de ces gens qui nous regardent, comme s'ils avaient des questions à nous poser? Ils ont vécu dans ces chambres, dormi dans ces lits. Ils rangeaient leurs vêtements dans des armoires, se servaient d'articles ménagers comme se faire à repasser. Ils étaient techniquement équipés pour recevoir des programmes de radio et de télévision et conduisaient des voitures de toutes les marques. Qui a porté ses chaussures? Qui a joué sur ce piano? Douloureuse expérience que celle de la nature qui distribue ainsi sa beauté dans le désert, rendant la dévastation d'autant plus poignante.
Au service des eaux travaillent des spécialistes vietnamiens. Pour que la ville redevienne habitable, il faut d'abord que l'eau coule à nouveau. Aussi, à l'usine électrique, des techniciens vietnamiens s'efforcent avec des collègues de Phnom Penh de rétablir la fourniture de courant et de la maintenir. Dès que la ville fut rattachée à nouveau au réseau électrique dans les maisons vides, les ventilateurs que quelqu'un avait oublié d'éteindre se mettaient à tourner et l'air conditionné de bourdonner. Alors un semblant de vie revint timidement dans la ville, surtout quand soudain, quelque part, on entend un clapotis d'eau parce qu'un robinet n'avait pas été fermé ou parce que la rouille l'avait bloqué. Vide aussi cet édifice, l'ex-ambassade chinoise. Le calendrier sur le bureau de l'ambassadeur indique le 6 janvier 1979. Le 7 janvier, lorsque les troupes révolutionnaires du Front d'Union nationale pour le salut du Kampuchea, soutenues par des unités vietnamiennes, entrent et occupent Phnom Penh, ces longs couloirs sont déserts et 20 000 conseillers chinois ont disparu de tout le Kampuchea. On en aperçoit au poste frontière vers la Thaïlande. Durant toutes ces dernières années, la grande poste de Phnom Penh fut désaffectée. Dans le soi-disant Kampuchea démocratique, ni lettres ni télégrammes n'étaient acceptés ou délivrés, et le réseau téléphonique était interrompu. Les annuaires du téléphone se couvraient de poussière. Ceux qui voulaient entrer en contact par écrit avec les dirigeants de Phnom Penh devaient utiliser une adresse à Pékin. Rails envahis d'herbe, wagons calcinés. Plus aucun train ne quittait la gare de Phnom Penh ou n'y entrait. Bien sûr, Phnom Penh a aussi un aéroport. Mais tant que le pays s'est appelé le Kampuchea démocratique, seule était desservie la ligne CA 951-52. Phnom Penh, Pékin et retour. Visite d'amitié à Pékin. Pol Pot et Ian Sari, le président Hua Kofeng et son adjoint Deng Xiaoping. La visite est rendue à Phnom Penh. Ian Sari salue une délégation d'amitié chinoise. Phnom Penh, tel que nous l'avions trouvé, fut un cauchemar. Nous voulions trouver des témoins qui puissent décrire ce qui est arrivé à cette ville et à ses habitants, et nous les avons trouvés dans cette maison, où ils venaient de s'installer. D'abord des enfants, qui ont survécu parce que leur mère s'était réfugiée au Vietnam. Ils sont revenus à Phnom Penh à bord de véhicules militaires. Les enfants sont remis de leur terreur ou bien ils sont trop jeunes pour l'avoir vécu consciemment. Mais leurs mères ne peuvent pas oublier ce qui est arrivé ce 17 avril 1975, jour qu'elles avaient d'abord attendu comme celui de la libération. Le 17 avril 1975, les troupes de ce qui était alors le Front d'Union nationale du Kampuchea, souvent appelé Khmer Rouge, occupent la capitale Phnom Penh. យើងខ្ញុំអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ដោយភ័យខ្លាចនឹងស្នូកំភ្លើងដោយគេចំណុចផងទាំងអស់គ្នាបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយគ្មានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមខ្លួនតទេដោយគេកុហកយើងថាឲ្យចេញ24ម៉ោងដោយខ្លាចការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីប្រទេសអាមេរិកកាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំប្តីខ្ញុំនិងកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើដំណើរដោយជើងទទេកាត់ចេញចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំនៅតាមផ្លូវ យើងខ្ញុំបានលើសម្រែកនៃកុមារាកុមារីដែលបង្វេងឪពុកម្ដាយស្រែកយំម្ដាយស្រែករកកូនកូនស្រែករកម្ដាយអ្នកជំងឺជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្លះត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នករបួស
មានឈាមហូរទៅស្រាក់ពេញខ្លួនស្រែកដង្ហើយហើយឲ្យគេជួយយកអាសាខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគ្មានអ្នកណាជួយយកអាសាគ្នាបានទេថាម្នាក់ខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានរួចរស់ជីវិតដើម្បីឲ្យឆ្ងាយពីមុខពីមាត់គេខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរមានចិត្តសប្បាយរីករាយអត់អបមាដោយយល់ថាប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំចាប់ចម្បាំងយើងខ្ញុំនឹងបានទទួលនូវសុភមង្គលដោយរស់នៅជួបជុំមូលតកូលគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែព្រួយស្រឡះពីគោលអំណងរបស់ប្រជាជនយើងទៅវិញគឺថាពួកនេះបន្ទាប់ពីបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាមកនៅពេលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បានបន្លឺនៅអឃោសនៈស័ព្ទហើយនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មកគឺថាពុកធំត្រូវឆ្លងទន្លេតាមផ្លូវត្រីខ្លះស្លាប់ដែលចាស់ជរាគ្មានម្ហូបអាហារខ្លះឈឺភាពវេទនាខ្លោចផ្សាដែលនាងខ្ញុំបានឃើញ Près de 500 000 personnes trouvèrent la mort sous le feu de bombes et de fusées américaines. Ce qui fit des intellectuels kampuchéens des hors-la-loi. Lon Nol, maréchal dictateur, a déjà fui le pays. Il avait renversé le gouvernement Sihanouk qui menait une politique non alignée par un coup d'État en mars 1970. C'est le service secret américain CIA qui en avait assuré la mise en scène. En guise de riposte, un front d'union nationale des forces patriotiques se formait en forêt. Ces formations armées luttent contre le régime de traître à Phnom Penh et ses alliés américains. Dans l'espace de 5 ans, ils réussissent à libérer 90% du territoire national. Ici, le prince Sihanouk exilé, il préside le Front d'Union nationale, visite les régions libérées. Cela fait 5 ans qu'une guerre particulièrement sanglante sévit au Kampuchéa, puisque les USA ont, à partir de l'air, porté des coups sans merci au pays. C'est donc en même temps, comme au Vietnam voisin, une guerre civile, dans laquelle les soldats du régime fantoche s'opposent aux troupes du Front d'Union nationale. C'est leur entrée victorieuse dans Phnom Penh, le 17 avril 1975, qui met fin à la guerre américaine d'Indochine sur le territoire du Kampuchéa. Dans ces maisons de Phnom Penh habitaient autrefois, comme dans d'autres villes, des ouvriers et des artisans, des patrons, des bons bouddhistes, des travailleurs de tous les métiers, des écoliers et des étudiants, des instituteurs et des professeurs, des médecins et des artistes, mais aussi des officiers et des soldats, des politiciens au service de la réaction nationale. À tout cela, à l'exclusion d'un groupe de 7 traîtres dirigeant le régime fantoche des Américains, le Front d'Union nationale, Kampuchéa, présidé par le prince Sihanouk, avait encore promis en février 1975 de réaliser une politique de large union de toute la nation et de tout le peuple, sans distinction de classe sociale, de tendance politique et de religion, et sans considération du passé de chacun. Et ce, dans le but de créer un Kampuchéa florissant, dans lequel chacun pourra manger à sa faim et se vêtir convenablement, avoir un logement et bénéficier d'aide médicale et d'instruction. La majorité des dirigeants du Front d'Union nationale entendaient vraiment appliquer ce programme. Mais rétrospectivement, nous devons nous intéresser à 2 hommes dans ce pain. Celui-ci s'appelle alors Salot Sar. Il est chef d'opération des troupes de libération. Celui-là s'appelle Ieng Sary. Il est conseiller politique spécial du commandant en chef. À l'intérieur du groupe dirigeant du Front d'Union nationale, Ieng Sary et Salot Sar, qui s'appellera plus tard Pol Pot, sont les admirateurs des idées politiques de Mao Tse-tung et, selon leur propre dire, profondément impressionnés de sa révolution culturelle. Le 25 février 1975, ils adoptent un programme de paix
et de réconciliation nationale. Mais alors que le 17 avril, les habitants de Phnom Penh attendaient les soldats du Front de Libération, Pol Pot et Ieng Sary imposent une politique radicalement différente, volant au peuple sa victoire obtenue de haute lutte, et érigent un régime de terreur qui n'a pas son pareil dans l'histoire du Kampuchea. ជីវភាពនៅក្នុងសហគមន៍ចំពោះប្រជាជនថ្មីជាប្រជាជនគ្មានសិទ្ធិសេរីបន្តិចសោះក្នុងការរស់នៅជាជនចាស់គឺជាជនចាស់គឺនៅភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយជាជនថ្មីគឺអ្នករស់នៅទីក្រុងនាងខ្ញុំរស់នៅទទួលនៅការរិះគន់ការធ្វើបាបការបង្ខិតបង្ខំការមើលងាយការតាមដានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំហើយនឹងពីសំណាក់ប្រជាជនចាស់ហើយនឹងប្រជាជនថ្មីគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែបែងចែកពីប្រភេទខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមិនដឹងជាថ្ងៃណាខែណាវេលាណានឹងដល់វេនដែលខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់គុកឬយកទៅសម្លាប់ចោលប្រជាជនទីក្រុងប្រជាជនថ្មីគឺជាប្រជាជនទីក្រុងត្រូវគេកាត់សម្លាប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍របស់នាងខ្ញុំត្រូវគេចាប់មនុស្សយកទៅសម្លាប់យកទៅដាក់គុកជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានមូលហេតុអីច្បាស់លាស់គ្រាន់តែពោលពាក្យថាហត់ឬថាឃ្លានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំប្រជាជនចាស់ខ្ញុំក៏ប្រជាជនចាស់ដែរខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ខ្ញុំជាប្រជាជនចាស់ Ces garçons ont porté les armes pour Pol Pot et eux, justement, presque encore des enfants, appartenaient à l'ancienne population. Nous nous devons de réfléchir à quelques notions jusqu'alors inouïes. Si nous avons bien compris, ce qui est à peine concevable, les habitants des villes étaient désignés comme appartenant à la nouvelle population. Aux yeux des Pol Pot et Ieng Sary, la ville était corrompue, dégénérée et en fin de compte indigne d'exister. Ces longues routes avaient été parcourues par la population déportée des villes et ceux qui survécurent à la marche avaient été confinés derrière ces portails par lesquels on pouvait entrer mais non sortir, car ces portes étaient surveillées par des gardiens comme ceux-ci. Dans l'esprit des hommes de Pol Pot, il s'agissait de coopératives. Pour les déportés, c'étaient des communes concentrationnaires. នៅពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំទទួលទានអាហារតែមួយកូនចានតូចជាមួយអំបិលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំរស់នៅមិនដែលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំបានទទួលទានឆ្អែតមិនដែលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំបានសប្បាយរីករាយម្ដងណាទេគេធានាណាស់ដេកយប់ស្ដាប់បាវស្ដាប់តបាវហើយដេកទៅនឹងដីនឹងអានៀបយកទៅធ្វើការក្នុងវាលស្រែណាដេកតែកដាវាលអត់ដែលមានកំណាត់អីក្រាលដេកទេម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់ឈឺនៅស្រុកហ្នឹងគាត់ឈឺថាលោកចាស់តាំងពីសង្គមមកមើលជាទេឆ្នាំនឹងក៏មើលជាដែរធ្លាប់ប្រើឆ្នាំពិសេសល្អឥឡូវអង្គការគ្មានឆ្នាំល្អឲ្យមើលទេស្លាប់ទៅក៏ចំណេញឆ្នាំឲ្យបងប្អូនគេហូបដែរតុកទៅស្លាប់ទៅគាត់ឈឺចាំងតាំងពីយូរជាងអស់ហើយនោះមិនឈឺវិញវាថាឯងឈឺសតិអារម្មណ៍ឈឺអីពុតសតិអារម្មណ៍ងារអត់ធ្វើទេនៅដេកការងារទេពុតមិនតែអារម្មណ៍ការឲ្យបងប្អូនខំទៅឈឺដួលកន្លែងខ្ញុំទឹកទៅឈឺគេស្អែកមកពីវាលមកតំងបើឈឺល្មមអត់ឲ្យឈប់ទេតែធ្វើតង់ដួលបាត់មាត់មកបើគេស្អែកយកមកពោះធំឲ្យដំណេកទេឲ្យធ្វើញឹកទាំងថ្ងៃអត់ឲ្យសម្រាកពេលសម្រាកទេពោះធំនារីរាំងខែថ្ងៃដោយសារវាប្រើទរណកម្មធ្ងន់លើកទំនប់បន្លាយធំធ្វើទាំងយប់ធ្វើទាំងថ្ងៃបើប៉ុណ្ណឹងរែកដីមក10យប់មិនទាន់ឈប់ផងអត់ឈប់ទេធ្វើគ្មានឈប់គ្មានឈរ
thì bài hát ngay để hàn sớm ở miền rong miền mà lúc ở đây ở đây khai và xa thì bài nông tất là nghe thì chẹn nhẹ nhò mấy còn nó tròn thơ đây ở tờ bàn si nó là bàn tiết thì thực bạp na miền ấy si tê si tập bò đặc chơi đặc play ấy nâng đàn thôi một năm mặc té miền đặc si con co tê rọp rồi nè rọp rồi nè với ai si trong đua cháy mà con ca mà nè ta bạn ấy ai phục ran ai tờ rọt lắc chơi do mà lia với bò nâng pol slap hai khmeng tôi chân tập bài play chơi do mà hô pol mà đai lại chơi ca mà vinh con chiêm tranh tam rôm chiêm tranh tam mót lắp con khmeng của mà chẳng trơn nắp buộc kia tập bài play chơi nông prey do mà si ta vì pol slap còn phần năng ách oi riêng sôn oi tại đây tại đây tại ách cô ách bay đây ách mà nâng tiếtแต่ពីអាយុ5 ឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យយកទៅធ្វើពលកម្មទៅជីកដៅជីកពឺស្រែជីកកនុបទុបបន្លាយអីទាំងអស់ឲ្យបាយស៊ីទេឲ្យបាយហូបទេបាយហូបទេបើមិនធ្វើការឲ្យបាយហូបទេគ្មានរបបឲ្យហូបទេបាទវាយកធ្វើបាបខោអាវអត់ឲ្យស្លៀកពាក់ទេឲ្យលហែកលហុយចាំសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទេឲ្យស្លៀកខ្មៅអ្នកណាស្លៀកពណ៌សគឺជាខ្មាំងរបស់ប៉ុលពតដូច្នោះវាកំតិចចោលមានខោអាវស្លៀកពាក់ទេ Des besoins élémentaires de l'homme, manger à sa faim une fois par jour, couvrir sa nudité, avoir un toit sur la tête, rien de tout cela n'était donné dans les années où Pol Pot régnait sur le Kampuchea. ទុកមានម៉ោងសង្គមនិយមគេនោះយកធ្វើការតាំងពីពេលបាយហើយនឹងចាយកក៏ធ្វើដែរដល់តែម៉ោង10មកដណ្ដប់ចាធ្វើទាំងយកម៉ោងធ្វើការចាប់ពីបាយហើយនឹងទាំងយកម៉ោង C'est ainsi que ce faiseur de sentence aimait à se faire représenter en monument brandissant le poing. Il ne s'appelait pas seulement Premier ministre, mais par-dessus le marché secrétaire du Parti communiste du Kampuchea.យកទៅសម្លាប់ចោលអស់អាលីង3-4នាក់ខ្ញុំកំហឹងឈឺចាប់នៅធម្មតានៅខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ថ្ងៃខ្ញុំយុទ្ធនឹងកូននឹងចៅសម្ឲ្យមួយវាលើមួយមិនបានទេរឿងកូនខ្ញុំប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់មិនសមវាយកទៅវាយចោលអស់ជាតិខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរហើយនៅខ្មែរយកខ្មែរទៅវាយចោលតែធម្មតាជាតិខ្មែរវាយតែយកខ្មែរមិនមកវាយយកដីណានេះវាយយកដីនេះវាមិនវាយយកជាតិខ្មែរមិនវាយយកប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរទេវាវាយយកជាតិ
យកតាដីហ្នឹងវាមិនphảiយកជាតិខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរទេ Témoignage de la barbarie dans tout le pays. Qui dira quels furent leurs derniers instants. Le fait de vivre était devenu le bien le plus précieux, et les survivants resteront marqués jusqu'à la fin de leur jour. Interdit au peuple khmer de se rendre au temple d'Angkor. Il fallut le nouveau pouvoir démocratique pour ouvrir au peuple l'accès de ces sanctuaires nationaux. À nouveau garanti le droit au libre exercice de la religion. Des chevelures furent déposées en offrande la plus précieuse. Ceux qui tentent à présent de rétablir ce qui ressemble à un marché n'ont pas d'argent. Ils échangent leurs marchandises à la valeur d'usage du moment. Mais aussi sous-développée que puisse paraître à première vue cette forme de commerce, il ne s'agit pas moins d'un progrès par rapport aux années d'économie arbitraire du régime de Pol Pot, où seul existait le principe du rationnement et où était interdite toute forme de commerce. À quoi bon l'argent alors qu'il n'y avait plus rien à négocier? Pol Pot et Ian Sari étaient allés beaucoup plus loin, faisant sauter le bâtiment de la Banque nationale 2 jours après leur entrée à Phnom Penh. Avec le mot de communisme à la bouche, il rabaissait le peuple à un niveau historique antérieur à l'introduction de la monnaie. Une autre trouvaille des nouveaux maîtres, ils plantèrent dans Phnom Penh des arbres à croissance rapide dans l'intention déclarée de faire progressivement disparaître la ville sous un toit de feuillage. On se demande quel rôle cette ville a bien pu jouer sous le régime de Pol Pot. En fait, Phnom Penh était toujours la capitale officielle du Kampuchea démocratique. Et les dirigeants de celui-ci savaient en apprécier les agréments. C'est par exemple dans cette vaste résidence qui avait appartenu auparavant au prince Sihanouk que logeaient les maîtres d'océan, et pas précisément dans l'austérité. La nuit, ils faisaient éclairer toutes les rues de la ville pour ne pas révéler le lieu de leur résidence. Mais à la lumière du jour, il apparaissait que toute vie y avait cessé. Les noms des rues, les panneaux de circulation avaient été rendus illisibles. Ce n'est que quand le chef du régime, ici à gauche, recevait un complice ou en prenait congé que quelques Mercedes passaient comme des spectres les rues désertées. L'ancienne faculté de médecine, son personnel enseignant et ses étudiants dispersés aux 4 vents, ses précieuses installations détruites. Au service pathologique, une découverte macabre, des cadavres qui avaient été mis dans le formol il y a plus de 4 ans pour des exercices de dissection.
mình cho mình đặt nấu một tí pet một tí pet mai Xô Viết nhấp nhung chung ngăn chấm ra tây tạ sát nặng tìm chọc này cái lần chia ní chia lại phần nôn bình nhung chung tí dài chỉ tháp bát giả co nơi cửa xuống sa thiên nặng ca nhung chung sông miên tây tạ này sát nam tây bay nên hai chia lại so sa trong nôn bình nhung chung xây mà đi đất này sát mà hai chia lại bắpเป็ดไก่ชนามที่ปีខ្ញុំឈ្មោះពីកំឡាងដិតនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំត្រូវប្រត់ប្រាស់អស់5នាក់វាបានសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំអស់ចំនួន8នាក់បរិយាបន្លាយខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំចំនួន6នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតំណែងឯកគត់គ្រួសារយើងខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវវាសម្រាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងក្មួយទាំងអស់8នាក់30នាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងនោះមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំ4នាក់បងប្រុសខ្ញុំ3នាក់និងក្មួយខ្ញុំ20នាក់ហើយវាបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ចំនួន22នាក់វាបានdisons que intellectuel il assassine tout mais en 1979 le gouvernement révolutionnaire m'a sauvé et je peux dire que je suis instituteur. L'ancienne bibliothèque nationale à Phnom Penh. Les stocks de grande valeur avaient été évacués et détruits et le bâtiment converti en porcherie. Le plus haut joyau culturel était désormais constitué par les œuvres clairvoyantes de l'homme qui avait conduit le Kampuchea dans l'abîme. Voici un discours programme reproche chinois. Notre indépendance et notre souveraineté actuelle sont à 100%. Elles sont sûres que le Kampuchea ait jamais connu, ou de son histoire plus que bimillénaire. គោលបំណងរបស់វាអ្វីគោលបំណងរបស់វាគឺបំរើចវាយវានៅពេលកាំងវាបំរើទាំងគ្រប់វិស័យខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងយោធាខាងវប្បធម៌នេះចវាយវានៅពេលកាំងវាក្តាប់ទាំងអស់ Ce sont là des passeports du soi-disant Kampuchea démocratique. Des passeports ordinaires et un passeport diplomatique que nous avons trouvés dans l'ancien ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Pol Pot. Parmi eux se trouvaient encore d'autres passeports en blanc, le passeport de service chinois, le passeport chinois ordinaire et le passeport chinois pour étrangers. L'identité était-elle intervertible? Lorsque les forces armées de la République populaire du Kampuchea ont occupé les troupes de Pol Pot qui battaient en retraite, ce passeport est tombé entre leurs mains, délivré à Pékin au nom de Su Hao le 27 janvier 1979. Mais la photo est celle de Yan Sari, numéro 2 de la clique d'assassins. I am Mrs. Ian Thirit, Minister for Social Affairs of the Government of Democratic Campuchia. Yen Thirit, épouse de Yen Sari et belle-sœur de Pol Pot. Avec un passeport chinois, elle voyage à présent en globe-trotter politique, comme si elle représentait toujours le gouvernement d'un soi-disant Kampuchea démocratique. Venant de Pékin, elle s'affaire ici à Stockholm, devant des groupuscules maoïstes de divers pays européens, avec un nouveau protecteur à l'arrière-plan. Now you know that United States first they were aggressing a country, but now that they are in favor of independence, we regard the United States as our friend. Durant 5 ans, les USA ont affligé le Kampuchea de leurs bombes et de leurs fusées, détruisant le pays. Près de 4 ans durant, le régime Pol Pot et Yan Sari a décimé le peuple du Kampuchea, et maintenant, impérialistes et maoïstes voudraient mettre la misère du peuple sur le dos des Vietnamiens et de leurs alliés. De telles images que les masses médias bourgeoises et les publications maoïstes se complaisent à diffuser ont été prises dans les régions limitrophes de la Thaïlande, où des bandes armées Pol Pot continuent de marauder, terrorisant la population et ne lui laissant aucun répit. Des documents suscitant la pitié, exploités pour une propagande diffamatoire, car ces images ne montrent pas la réalité de la République populaire du Kampuchea,
mais celle des régimes qui ne sont pas encore contrôlés par le pouvoir populaire. Une complainte populaire créée après la fin du règne de Pol Pot. Les gens qui tendent ici leurs foulards et leurs chapeaux sont sur la route du retour. Ce qui est distribué ici, c'est ce qui est nécessaire à la survie et provient de dons humanitaires et solidaires. Parmi les donateurs, le peuple du Vietnam qui partage ses maigres rations avec le peuple du Kampuchea. Les grandes récoltes qui ont été produites ont servi à payer les livraisons d'armes à la clique de Pol Pot. Are forbidden to go out in order to grow rice, vegetables, and not even allowed to have a knife. Because the Vietnamese, they are so afraid of people that they don't allow them to have a knife, and they have. Là où a pris fin le retour de la population, là où les villages sont de nouveau habités, là où le calme est revenu du nouveau pouvoir, le riz a été planté immédiatement après la libération, tandis que les premières récoltes ont déjà été rentrées. C'est le mérite du Front d'Union nationale pour le salut du Kampuchea si la vie reprend dans le pays, si les trains ont été remis en marche, si la production d'articles de nécessité vitale a repris, si une nouvelle monnaie nationale vient d'être remise en circulation, s'il y a de nouveau une scolarité obligatoire à la ville comme à la campagne, si ce chirurgien a recommencé à planifier ses opérations, si dans la capitale, le premier cinéma a rouvert ses portes. Si au stade de Phnom Penh, une sélection kampuchéenne l'a emporté par 2-1 contre une équipe militaire vietnamienne. La responsabilité pour la reconstruction du pays repose sur peu d'épaules. Tant de combattants ont disparu, victimes de la terreur du régime de Pol Pot. C'est à la mémoire de ces martyrs de la Révolution qu'est dédié ce monument.
est trouvé au quartier général de la police secrète de Phnom Penh, atrocement torturé et finalement abattu. Des images qui ont ému le monde. Les premières semaines après la libération. Témoignages sur le campus de l'école des Beaux-Arts. De tous les horizons, ils sont revenus à Phnom Penh, dont ils avaient été chassés il y a près de 4 ans. Ils ont survécu en se camouflant, en s'adaptant. Des intellectuels de différentes formations réunis ici pour se voir répartir les premières tâches d'urgence.
ខ្ញុំអាណិតណាស់ឃើញកុមារតូចយកទៅសម្លាប់ចោលតែកុមារនោះខ្លួនកំហុសអីទេយកក្មេងៗអត់ដឹងអីផងយកគ្នាទៅសម្លាប់ចោលតាមគាត់អត់មានកំហុសអីទេតែម៉ែឪគ្នាធំយកតាមម៉ែតាមឪទាំងពីរទាំងគ្រួសារទៅសម្លាប់អស់ទៅខ្ញុំ 4 couples et 3 enfants, une photo de famille, si l'on veut. L'homme en haut à gauche est le chef des interrogateurs du S-21. Devant lui, sa femme avec leur petite fille sur les bras. Les hommes qui ont tué sans scrupule des enfants d'équipage étaient eux-mêmes des pères de famille. Et cela n'était aucunement une contradiction à leurs yeux. Il y avait des vies qu'il fallait détruire dans l'intérêt de Pol Pot, tandis qu'ils pouvaient, eux, se targuer de leurs particules mobilières d'hommes nouveaux qui devaient être féconds et se multiplier selon le film de promotion chinois. Puisque les enfants de cet âge sont en tout cas des innocents, on se plaît à les présenter, car une infime partie de leur resplendissement finit toujours par retomber sur la société qui les exhibe, tandis qu'au même instant, d'autres enfants sont assassinés en série. Les meurtriers n'avaient aucune conscience de l'injustice. Et sur ce point, les gardes noirs de Pol Pot égalaient les commandos SS de Hitler qui avaient déclaré être inférieurs des peuples entiers, les livrant à l'extermination. Qui a assimilé une fois la théorie de l'être supérieur ne connaît pas de remords de conscience. Mes bons traits de caractère. J'accomplis bien mes devoirs de gardien. Jamais un ennemi ne m'a échappé. Jamais les ennemis n'ont pu entrer en contact entre eux. Jamais je n'ai mal fixé les entraves. Je défends si bien que les ennemis ne peuvent ni se fendre, ni s'ouvrir les veines. Je défends très bien et ne permets pas que l'ennemi meure pour rien. Je défends pour que les ennemis ne puissent ni prendre la fuite, ni entrer en contact entre eux, ni se fendre. Ces phrases sont tirées des dossiers personnels des gardiens et des interrogateurs. Leurs ennemis les appellent ennemis. Quant à eux, ils ne surveillent pas et n'interrogent pas, mais ils défendent. Qui se sentait la vocation pour ce genre de défense avait dû satisfaire à de sévères critères de sélection et disposait alors des qualités de l'homme nouveau calqué sur le modèle fourni par Pol Pot. Cet homme nouveau se devait d'être exempt des résidus de l'ancienne société, être une page vierge. Cela explique pourquoi ce sont presque des enfants encore qui ont été investis du droit de vie et de mort. Des cahiers remplis à la main renseignent sur l'occupation des différents blocs. Le gardien du bloc B était vite au fait lorsqu'il s'agissait de conduire un détenu à l'interrogatoire. Celui-ci, par exemple, le docteur Pongton, professeur de droit. Pour ces registres, on a utilisé des cahiers d'écoliers. Les écoles étaient fermées et transformées en prison. Les cahiers ne pouvaient donc plus servir qu'à ça. Et ce jeune garçon, qui devrait encore être à l'école, prend son service de gardien dans l'ancienne école de Twolsling. Il détient le pouvoir des clés. Petite et grande faute dans l'accomplissement des devoirs. Je suis parfois non combatif. Je reconnais que je ne défends pas toujours bien. Je veux améliorer mon comportement pour combattre l'ennemi jusqu'au dernier. Lorsque je fais la ronde et vérifie l'ennemi, ma pensée est trop paisible. L'expression du visage de l'ennemi m'échappe. J'oublie aussi parfois de leur passer les chaînes. Quand je suis de garde, mon ardeur combative n'est pas assez poussée. Ainsi, je permets à l'ennemi d'agir. L'un d'eux a percé les planches et s'est échappé, mais il a été repris. Quand je défends, je ris beaucoup. Je m'amuse avec les autres et ne donne pas encore toute ma force pour le devoir. Le 18 janvier 1977, j'étais de garde au bloc C. Lorsque les ennemis femmes sont revenus de faire leur toilette, je ne leur ai pas passé les chaînes. Je bats l'ennemi par la parole
j'utilise surtout des mots forts contre les ennemis femmes. J'en suis même arrivé à leur enfoncer des morceaux de bois dans le vagin. Je ne les ai encore jamais pénétrés. Dans la défense, je suis très inattentif. C'est ainsi qu'un ennemi trouva une occasion de s'étrangler. Je n'étudie pas suffisamment les documents de l'encart qui sont distribués sous forme de cahiers. Je ne les lis pas à tout moment. La revue Jeunesse révolutionnaire, ornée comme on pouvait s'y attendre, de drapeaux rouges et du marteau et de la faucille. Mais que leur donnait-on à lire à ces jeunes combattants, ces futurs hommes nouveaux? Il nous faut une jeunesse qui fasse vœu de rester sans bien, qui puisse renoncer et ne réclame pas de propriété privée sous quelque forme que ce soit, car ce n'est qu'à cette condition qu'elle sera apte à servir inconditionnellement la Révolution et l'encart. Dans la vie quotidienne, elle doit être tout à fait modeste, doit supporter patiemment de n'avoir rien à soi et être extrêmement assidue. Si les combattants de la jeunesse révolutionnaire agissent de la sorte, leur auto-éducation sera parfaite et ils seront à même de résoudre les tâches défensives et d'édifier rapidement et en grand bond le pays. Nos jeunes gens et jeunes filles désintéressés, qui vivent en collectif pour la Révolution, ont déjà renoncé à tout. À la famille, aux parents, au foyer, à la terre, à l'habitat privé. Néanmoins, les habitudes de possession continuent de survivre dans la réflexion ou de manière irréfléchie. Dans cet état, nous ne pouvons nous réjouir de nos devoirs révolutionnaires. C'est pourquoi notre jeunesse ne doit pas s'accrocher à des objets d'usage courant, aux denrées alimentaires et aux stimulants, aux vêtements et au logement. Si nous nous attachons à des objets soumis à l'usure, tels que des montres, des stylos, des vêtements de nylon, des chapeaux, de nouvelles cravates, des postes de radio jusqu'à des vélos et des motos, nous aurons toujours des problèmes avec cela et nous devrons toujours nous en occuper. Alors, il s'avérera que nous disposons de propriétés privées, que nous ne sommes pas sans bien. Ces derniers temps, un certain nombre de nos jeunes combattants se sont mal conduits. Ils se sont laissés aller à la liberté d'expression, à l'individualisme, à la coquetterie, à la soif d'information et à l'amour de la liberté. Tous ces jeunes combattants ne sont pas heureux de la Révolution. Ils ne voient dans la Révolution que la pauvreté et la misère. Ils ne luttent pas âprement, ils ne s'éduquent pas d'eux-mêmes. Ces jeunes peuvent facilement tomber aux mains de l'ennemi. Qu'en est-il de ce jeune gardien? Il a l'air pensif. A-t-il une notion de sa vie qui différerait de celle de l'encart? Lui qui ne voudrait pas renoncer à posséder une montre, par exemple. La plupart de ceux dont on peut relire la vie dans ses dossiers personnels se sont trouvés un jour en conflit avec l'encart et ses exigences. Sur la question propriété, je suis imparfait, car j'aime posséder de belles choses. Je lanterne souvent et ris beaucoup. Je n'ai pas encore réussi à me faire à l'absence de propriété. Lors de fêtes, j'aimais à danser le vong, à boire du lait de noix de coco et aussi de l'alcool. J'ai éprouvé des sentiments pour quelques jeunes filles. J'ai osé leur faire des cadeaux. Je ne suis pas encore hautement discipliné en ce qui concerne la vénération de l'encart. À quoi pense-t-il? Les détenus qu'il doit surveiller et tuer ont-ils parlé avec lui d'une société de dignité humaine? Leurs paroles ont-elles fait de l'effet? Celui-ci est-il en passe de tomber aux mains de l'ennemi? Questionnaire sur la personne du détenu. Mauken, gardien de la 13e section du S21. Arrêté où? Au S21. Bâtiment 43, cellule 3. Il y en a toute une pile. Ces photos nous apprennent que bon nombre de ceux qui furent sélectionnés comme hommes nouveaux sont devenus finalement des victimes de l'encart. Sur son questionnaire, ce gardien a encore de l'assurance, mais n'en a plus comme détenu dans une cellule. Gardien d'hier, détenu après, qui sans nul doute ont dû savoir dès le premier instant quelle issue serait la leur. Sur la manière dont on faisait succomber cette catégorie particulière de détenus, on apprend ceci dans ce livre. Sin, ancien gardien du S21, décédé par prélèvement sanguin.
Prélèvement de sang sur 4 anciens gardiens et interrogateurs du S-21. 2 anciens gardiens ont été liquidés par prélèvement de sang. Liquidés par prélèvement de sang. On ne leur prenait pas, comme il est d'usage dans un don du sang, 400 cm3, mais tout. On leur tirait le sang jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous nettoyons le pays des espions qui se cachent comme chiens et valets des ennemis vietnamiens. Nous nettoyons le pays des chiens et espions serviles à Moscou qui se cachent pour détruire notre pays. Qui étaient enchaînés ici comme serviles à Moscou ou au Vietnam, voyez ces chaînes verrouillées de cadenas made in Chine. Quand le 7 janvier 1979, Phnom Penh est enfin libéré de Pol Pot, le cadenas aussi sautait, qui avait jusqu'à là mis le Kampuchéa à la laisse des chauvinistes de grande puissance de Pékin. Lorsque le 17 février 1979, un traité d'amitié vient confirmer l'alliance traditionnelle de lutte entre le Kampuchéa et le Vietnam, le même jour, les forces armées chinoises font éruption dans le nord du Vietnam afin, comme on disait à Pékin, d'administrer une leçon aux Vietnamiens. Nous nous souvenons. C'est ainsi qu'ont sévi les bandes de Pol Pot dans la région frontalière du Sud-Vietnam, et comme cela, les envahisseurs au Nord-Vietnam, c'est la même manière. Le rôle de ces soldats portant l'étoile rouge ne peut être qualifié que de tragique. Sur l'ordre de Pékin, ils ont posé un jalon particulièrement visible. Ici, dans les chaînes de montagnes frontalières du Vietnam et de la Chine, Ho Chi Minh avait, au début des années 30, comme clandestin dans une grotte difficilement accessible, traduit le manifeste communiste dans sa langue maternelle. Les envahisseurs chinois ont aussi parfaitement que possible détruit cette grotte, comme s'ils avaient voulu détruire avec elle le legs de Ho Chi Minh, la communauté de lutte des peuples du sud-est asiatique. Or, les fils et petits-fils révolutionnaires de Ho Chi Minh ont fait au Kampuchéa leur preuve d'internationalistes fidèles dans le combat comme dans la mort. Un cimetière de soldats vietnamiens aux abords de Phnom Penh libéré. Ces tombes fraîches témoignent des dures conséquences d'une décision qui s'avéra nécessaire pour sauver la paix au sud-est asiatique. Et si aujourd'hui, au Kampuchéa, ce n'est plus la mort, mais la vie qui règne, c'est aussi grâce à ceux qui ont trouvé ici leur dernière demeure dans la terre du Kampuchéa. Phnom Penh, 2 ans après la victoire sur la clique de Pol Pot et Ieng Sary. Dans les rues animées, ces pancartes. Elles nous ramènent au silence. Tuol Sleng Extermination Camp.
camp d'extermination de la clique de Pol Pot, Ieng Sary. Ieng Sary. Où que Pol Pot se soit montré, se trouvait aussi Ieng Sary, le frère numéro 2 de Lankar. Dans cette comptabilité de la mort, il y avait pour le portefeuille de Ieng Sary une rubrique à part. Ministère des Affaires étrangères. Effectif 42, entrée 9, nouvel effectif 51. Parmi les 9 livrés par lui à la question, Chiessen, 47 ans, ambassadeur en Union soviétique et en Roumanie. Ministère des Affaires étrangères. Effectif 52, sortie 16. Liquidé le 20 juillet 77. Il ressort de cette liste de la mort qu'en un seul jour, 62 collaborateurs du ministère des Affaires étrangères ont été liquidés. Parmi les morts, l'ambassadeur au Vietnam, l'ambassadeur au Laos et le dernier chargé d'affaires en RDA. En sa qualité de chef de la diplomatie, Ieng Sary eut une idée particulièrement perfide qu'il réalisa à l'aide du film publicitaire chinois. Lorsqu'en 1977, 300 intellectuels ont vu ce film en France, ils ont spontanément décidé de regagner leur patrie, d'où ils s'étaient enfuis durant la guerre. Le terminus de leur voyage s'est appelé S-21. Ils ont tous été assassinés comme espions. Ancienne étudiante en France. Arrêtée où? Au ministère des Affaires étrangères. En tant que frère numéro 2 de Lankar, Ieng Sary est non seulement responsable de la mort de ses propres collaborateurs et de ceux qui sont rentrés de l'étranger, mais aussi du génocide dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi un jugement valide prononcé par un tribunal de la République populaire du Kampuchea l'a condamné à mort par contumace. Cet homme qui s'amuse de façon si évidente est co-responsable d'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Or, il n'a pas la corde au cou, mais effectue en chemise blanche et cravate des pérégrinations à travers le monde comme représentant d'un gouvernement qui a été chassé du Kampuchea depuis longtemps. Lorsqu'il avait pris place devant notre caméra dans une ville d'Extrême-Orient, il insistait pour qu'on l'appelle Excellence. Et bien qu'il se plaise à parler de l'avenir, nous ne pouvions le dispenser d'une question concernant le passé.
ដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការកាប់សម្លាប់អ្នកណានេះជាយើងខ្ញុំទូខុសត្រូវជាគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំនឹងដែលមិនដឹកដល់មិនបានទៅដល់មូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យមែនតើឲ្យគេធ្វើបានអានឹងខុសទៅយើងខ្ញុំខុសប៉ុន្តែពួកដែលធ្វើតែដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបញ្ហានេះគឺច្បាស់ស្ថិតតែពួកភ្នាក់ងារយួនដែលយើងខ្ញុំ C'est donc aussi simple que ça. Les génocides vont au compte des Vietnamiens. Le S-21 où plus de 20 000 personnes ont été exterminées doit par conséquent être une institution vietnamienne. En 1971, Ieng Sary en visite chez ses ennemis à Hanoï. Ieng Sary durant la lutte de libération des peuples de l'Indochine contre l'impérialisme US, profitant du soutien de ses ennemis vietnamiens. Ieng Sary levant son verre à la santé d'un ennemi vietnamien. Cet homme donc est à présent un homme de l'Occident et considère cela comme chose normale. Nous aussi d'ailleurs. Car l'impérialisme accorde son crédit à n'importe quel criminel qui accepte de le servir contre le socialisme. Une poignée de main, une accolade. Ce qui put sceller ici est irréversible.